Vous avez peut-être l'habitude, pour ceux qui viennent tous les ans, nous aimons accueillir des personnes qui ne font pas partie de l'univers de technologie du Cercle Interrel, puisque vous savez que c'est notre socle commun. Aujourd'hui, nous avons la chance d'explorer un nouveau monde, qui est le monde de la justice. Et j'aimerais accueillir, dans une petite seconde, Madame Jolie Cause, présidente pour la première fois de la Chambre d'appel de Poitiers, qui sera interviewée par Patricia Lecoq. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Madame pour votre présence. C'est vrai que vous avez été juge d'instruction à seulement 22 ans. Vous êtes la première femme nommée première présidente de la Cour d'appel de Poitiers en 2020. Et aujourd'hui, vous avez déjà dirigé 3 tribunaux judiciaires en qualité de présidente avant de prendre la tête de la Cour d'appel. Vous avez œuvré à la promotion de la mixité et de la parité au sein du réseau interministériel en tant que directrice de cabinet du secrétariat d'État et de l'égalité entre les femmes et les hommes en 2014 et fondé l'association Femmes de Justice. Vous menez un combat contre les féminicides et vous reviendrez sur ce thème et vous êtes référente dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On vous doit notamment la mise en place du bracelet électronique anti-rapprochement pour les hommes violents. Convaincue de la nécessité d'une meilleure visibilité des femmes, vous êtes l'autrice d'une série de portraits de femmes, pionnière du ministère de la Justice, récompensée par le prix spécial de l'École nationale de la magistrature en 2022. Pour toute cette action, vous avez été promue officier de l'Ordre national du mérite et chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur. Et Madame, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Il y a peu de femmes dans les postes élevés de la magistrature. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de vos différentes responsabilités ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir et j'ai bien conscience que je ne suis pas familière à vos organisations, mais ça va être un plaisir justement de vous parler de la magistrature. Alors moi, je suis devenue magistrate de l'ordre judiciaire très jeune, car c'était le métier que je souhaitais embrasser et il m'a permis d'exercer de nombreuses responsabilités, car c'est l'une des caractéristiques de ce métier que de pouvoir changer. Et j'ai donc débuté ma carrière par le poste de juge d'instruction, qui était un poste qui m'intéressait énormément, étant à l'époque une spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale. J'ai ensuite été juge d'instruction à Cayenne, en Guyane, où j'ai exercé ce métier avant de me dire que exercer la profession de magistrate était ce que je souhaitais faire, mais j'ai compris assez rapidement qu'il y avait aussi un enjeu à diriger les juridictions, à prendre des responsabilités pour pouvoir mettre au centre de la table les enjeux qui me semblaient les plus importants à l'époque, et déjà la question des violences sexuelles au sein des familles, des violences faites aux femmes. Et donc j'ai pris des responsabilités assez rapidement. Je suis devenue secrétaire générale du tribunal de grande instance de Nantes à l'époque, et à partir de là, je me suis lancée dans les postes de responsabilité et je suis devenue présidente du tribunal de Mamoudzou, sur l'île de Mayotte, où j'ai exercé pendant 4 ans et où j'étais confrontée à des sujets aussi importants que l'application de la charia comorienne au sein de la République française, avec par exemple la pratique de la polygamie, de l'inégalité successorale, de la répudiation ou même de l'inégalité testimoniale. Le témoignage d'une femme valant 2 fois moins que le témoignage d'un homme. Alors c'est dans ce contexte-là que j'ai dû être juge de la République au bout du monde. Et ensuite, mon parcours professionnel s'est poursuivi en France. J'ai présidé le tribunal de Thonon-les-Bains. Et puis ensuite, je suis allée à l'inspection générale de la justice pour avoir une vision globale de l'institution, voir ce qui s'y passait de manière plus systémique. Et cela m'a permis à l'époque de commencer à m'intéresser à la question des femmes dans la magistrature. On en parlera un peu. Pourquoi tant de femmes dans la magistrature aujourd'hui, mais si peu en responsabilité ? Et c'est ainsi que j'ai été amenée à être directrice de cabinet de la ministre des Droits des Femmes, c'était Marisol Touraine à l'époque.
Et puis ensuite, j'ai repris mon parcours juridictionnel. Je suis devenue présidente du tribunal de Pontoise, qui est un des plus gros tribunaux de France, où j'ai pu mener ces actions, notamment le bracelet anti-rapprochement, on y reviendra. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de diriger non plus seulement un tribunal, mais une cour d'appel, c'est-à-dire le niveau juridictionnel supérieur. Et je suis aujourd'hui la première femme, première présidente de la cour d'appel de Poitiers. Alors ça illustre à quel point il est difficile de faire aboutir des carrières de femmes dans la magistrature et à quel point il est encore un combat chez nous que de réfléchir à la question de la parité et des prises de responsabilité. Prises de responsabilité, on en parlait ensemble, qui pour moi n'ont de sens que si c'est pour poser les sujets, si c'est pour débattre d'un certain nombre d'enjeux pour la magistrature française d'aujourd'hui, des enjeux de modernité, de lien avec la société, d'écoute de ce que j'appelle la conversation mondiale. Et la conversation mondiale, nous la poursuivons aujourd'hui. Alors, vous avez créé en 2014 l'association Femmes de Justice. Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette association? Alors, pourquoi une association de femmes dans la magistrature? Vous allez peut-être vous dire, c'est bizarre, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que dans la magistrature, il y a beaucoup de femmes. Je pense que c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de combien de femmes aujourd'hui sont magistrates? Vous diriez combien? Ah oui, vous êtes au courant. 70%. C'est 70% de femmes au 1er janvier 2022. Mais j'aime toujours à rappeler qu'au 16 octobre 1946, c'était 0. Puisque pendant des siècles... Ah oui. Oui, on a... Je ne fais pas de commentaires sur ce dessin. Mon obligation de réserve m'en empêche. Alors, pendant des siècles, la justice en France, elle a été rendue par des hommes. Exclusivement par des hommes. Et ça ne posait problème à personne. C'est à partir du moment où les femmes sont entrées dans la magistrature et qu'elles ont commencé à progresser dans le corps qu'une petite musique s'est élevée autour de beaucoup de femmes, trop de femmes, et que la dévalorisation, le discours de dévalorisation et de délégitimation du corps a commencé à monter en progression avec la féminisation qui était alors à l'œuvre. Il faut penser que l'entrée des femmes dans la magistrature a fait l'objet d'une très très forte réticence. Tout au long du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les hommes ont tout fait pour que la magistrature ne soit pas accessible aux femmes. Ça a été l'objet d'un combat mené à l'époque par une députée, Madame Poinceau, qui a abouti à la signature de cette loi en avril 1946. Vous voyez, c'était hier en fait, 76 ans aujourd'hui que les femmes sont présentes dans la magistrature. Alors pourquoi une association de femmes dans ce contexte? Eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait nous réunir pour réfléchir à ce qui se passait dans cette articulation finalement mal faite au sein de la magistrature entre la mixité et la parité. On a vu la mixité augmenter très fortement, jusqu'à 70%, mais pas du tout en miroir la parité se mettre en place. Aujourd'hui, c'est seulement 25% de femmes qui sont en responsabilité dans les tribunaux. 25%, évidemment, vous l'imaginez, dans les plus petits tribunaux, bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, dans les 12 plus gros tribunaux de France, ils sont classés, les tribunaux, dans les 12 plus gros, il n'y a aujourd'hui que 2 femmes présidentes. Nous étions 3 il y a quelques mois, avant que je quitte moi-même une de ces juridictions. Donc c'est vous dire la problématique qui est à l'œuvre chez nous, c'est-à-dire une incapacité des femmes à prendre des responsabilités ou une incapacité des hommes à faire advenir la prise de responsabilité des femmes. Il faut que vous sachiez que la façon dont sont nommés les responsables dans la magistrature, c'est un système très complexe, beaucoup lié au cursus honorum et beaucoup lié à la mobilité géographique, qui sont donc des ressorts dont on sait qu'elles sont toujours défavorables aux femmes. Et ce qui fait que les femmes hésitent à prendre des responsabilités, vont parfois même jusqu'à refuser de se mettre dans ces positions de responsabilité. Et donc aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté. Vous le savez peut-être, à la Cour de cassation actuellement, c'est une femme, Chantal Arens, qui est seulement la première présidente de la Cour de cassation en 76 ans. La première étant Simone Rosès. Donc vous voyez que le sujet est compliqué, il faut travailler sur la question de pourquoi les femmes ne franchissent pas ce plafond de verre dans la magistrature, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre, la systémique qui est à l'œuvre. Et Femmes de Justice a cet objectif
Donc nous travaillons beaucoup sur le mentorat, le coaching, la réappropriation des femmes des parcours professionnels, la meilleure connaissance de la cartographie, pour qu'elles puissent prendre des responsabilités. Ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, parce que face à cette assemblée qui est très éloignée des questions judiciaires, je pense important de vous dire, très important de vous dire aujourd'hui, que la magistrature, c'est tout le contraire de ce que l'on présente souvent. Je veux dire, on dit de la magistrature que c'est un corps très fermé, que c'est un entre-soi, que c'est une caste, que c'est des gens qui vivent dans leur tour d'ivoire, loin de la société. Eh bien, je ne sais pas de quelle magistrature on parle quand on parle de cette magistrature, mais pas de la mienne. Moi, j'appartiens à une magistrature, et c'est toute celle que je vois autour de moi en action dans les tribunaux depuis plus de 30 ans, une magistrature très active, très en lien avec la société, avec les questions qui s'y posent. Nous parlerons notamment, bien sûr, des violences faites aux femmes. Et je voulais vous dire aussi que c'est l'un des corps, et on ne le sait pas assez, qui s'est le plus ouvert sur la société civile. Aujourd'hui, 52% de la magistrature est composée de gens qui ne sont pas issus du premier concours. Je veux dire par là que vous, dans la salle ici peut-être, il y a des gens qui demain se diront « Eh bien, pourquoi pas devenir magistrat ?» Eh bien, sachez que vous le pouvez. La magistrature est un corps très ouvert, qui fait énormément d'intégration tous les ans. Et aujourd'hui, dans une grande cour d'appel comme la mienne, eh bien, j'ai des gens qui ont été pendant 10 ans, 15 ans, dans des entreprises privées, qui ont été responsables juridiques, responsables de diverses missions dans les entreprises, et qui, à un moment de leur vie professionnelle, se sont dit « Eh bien, j'aimerais bien, moi, rendre la justice dans mon pays. » Eh bien, vous le pouvez. Voilà, vous avez devant vous un grand corps ouvert sur la société, plus qu'aucun autre en réalité. Et c'est pour ça que je trouve très injuste cette image de corps fermé, alors qu'il n'y a pas plus ouvert que la magistrature française. Elle vous est ouverte. Et si je crée des vocations cet après-midi, n'hésitez pas à venir me voir. Vous êtes la première à avoir parlé de féminicide concernant les violences faites aux femmes. Expliquez-nous l'importance de ce terme, malheureusement d'actualité. Alors, la question du féminicide, c'est toute la question de la sémantique. Moi, j'ai toujours pensé, mais peut-être parce que je suis une juriste, qu'il faut un mot pour chaque chose. Et que les choses n'existent pas tant que nous ne les avons pas bien nommées. Et au sein de la magistrature, il était nécessaire de nous armer intellectuellement, de nous armer moralement face à la question des violences faites aux femmes de manière générale et à leur expression paroxystique qu'est le meurtre de femmes. Puisqu'en fait, il s'agit de meurtre de femmes ou alors d'assassinat de femmes. Vous connaissez la différence entre un meurtre et un assassinat. Un assassinat, c'est prémédité. Donc souvent, les meurtres de femmes sont prémédités, donc ce sont souvent des assassinats. Juridiquement, nous avons tout ce qu'il nous faut. Le Code pénal nous offre toute la palette qui nous permet de réprimer ces infractions pénales. Ça n'est donc pas de ce terme dans le Code pénal dont nous avions besoin. Nous avions besoin de ce terme dans la force mobilisatrice qu'il a, dans ce qu'il exprime de systémique, dans ce continuum des violences faites aux femmes, et dans ce qu'il exprime de continuité de la violence jusqu'à son expression finale, qu'est le féminicide. Et puis le féminicide, nous en avions besoin pour lutter contre d'autres termes. Ce sont des mots contre d'autres mots. Quand on parle de crime passionnel, quand on parle de drame de l'amour, eh bien, on ne nomme pas bien les choses. Et quand on les nomme mal, on laisse croire à la société que l'amour et la mort, ça va ensemble. Vous savez que tous les grands opéras finissent par l'assassinat de l'héroïne. Il faut travailler sur ce corpus intellectuel et culturel qui est le nôtre, que l'amour et la mort sont liés. Et le mot féminicide, il nous a servi fondamentalement à mettre un mot sur la question de ce meurtre, non pas d'amour, mais ce meurtre, ce crime de jalousie, d'appropriation, d'emprise, de domination. Voilà à quoi nous a servi ce mot, et voilà pourquoi il me semblait très important que des magistrats, des hauts magistrats, dans leur discours, en l'espèce, moi j'ai utilisé ce mot pour la première fois dans un discours d'audience solennelle de rentrée, et j'aime autant vous dire qu'il a fait beaucoup d'effets. Je voyais tout le premier rang,
composée d'hommes, bien entendu, le préfet, le président du conseil départemental, les autorités locales qui étaient venues assister à mon audience de rentrée. Quand ils m'ont entendu utiliser ce mot, tout le monde a considéré que c'était incongru d'utiliser ce vocabulaire. Or, ce vocabulaire, il nous a été très utile. La force mobilisatrice de ce vocabulaire a été utile dans la magistrature comme ailleurs, dans la société dans son ensemble, mais aussi dans la magistrature. Et ça nous a permis collectivement d'avancer sur le sujet des féminicides. Et croyez-le bien, aujourd'hui, la magistrature française, elle est très engagée, très investie sur ce sujet, tel que vous le souhaitez, tel que la société nous le demande. Merci. Alors j'ai une dernière question et puis après on laissera la parole à la salle. Vous avez mis en place le bracelet électronique anti-rapprochement avec des résultats probants. Mais pourquoi en France, la lutte contre les violences faites aux femmes avance si lentement ? Alors, la lutte contre les violences faites aux femmes, vous le savez, c'est un sujet complexe, multifactoriel et qui nécessite l'engagement de chacun. Et on pourra dire un mot de l'engagement des entreprises sur ce sujet. Il faut d'abord aborder la question en ayant bien en tête son caractère massif. Les violences faites aux femmes, c'est un phénomène massif dans la société. Alors, pour une institution comme la nôtre, eh bien, c'est déjà une première difficulté. Les parquets sont totalement engorgés par ces questions. Vous savez que vous avez une magistrature en France qui est inférieure en nombre à toute l'Union européenne. Les rapports européens rappellent sans cesse le ratio magistrat-population qui est très très défavorable en France. Vous avez très peu de magistrats en France pour traiter un phénomène massif. Donc là, on voit déjà qu'il va y avoir une contradiction. Alors la question des violences faites aux femmes, si on repart par les féminicides, parce que c'est quand même toujours un bon indicateur. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de féminicides en France tous les ans. Voilà, on est entre 130 et 150 féminicides par an. Et la caractéristique de ce chiffre pour la France, c'est qu'il ne baisse pas. Alors, nous ne comptons pas depuis très longtemps, parce que la France a l'art de se dire que les sujets n'existent pas si on ne les rend pas visibles. Et donc, pendant longtemps, nous n'avons pas compté les féminicides en France. On les compte depuis 13 ans. Les statistiques officielles ont 13 ans. Et depuis 13 ans, nous n'avons pas bougé. Nous sommes à 120, 130, 140 meurtres de femmes par an. Aujourd'hui, là, on en est à 51. Pour l'année 2022. Donc on a une sorte d'étiage, on n'arrive pas à dépasser. Il faut aussi tenir compte du fait qu'en dehors du fait que vous avez les cadavres de femmes, nous comptons et récupérons les cadavres de femmes, et les études sur les cadavres de femmes sont très intéressantes, je vous en parlerai un peu. Mais il y a aussi, il faut le savoir, les cadavres d'hommes à côté, car nous avons 25% d'hommes qui se suicident après le féminicide. Et puis nous avons aussi les enfants qui sont tués à l'occasion des féminicides. L'année dernière, 19 enfants en France ont été tués dans le cadre d'un féminicide. Nous avons aussi les suicides de femmes, les femmes qui ont été poussées au suicide par un harcèlement, parfois de plusieurs années, parfois de plusieurs décennies, qui parfois se suicident. On aime bien reparler de tout ça, nous, à Femmes de Justice, pour essayer de montrer qu'il n'y a pas que les cadavres de femmes. Il y a tous ces cadavres qui s'accumulent autour de la question des féminicides. Alors, je voulais m'attarder un petit peu sur ces cadavres de femmes, puisque nous, c'est ce dont nous nous occupons. Très concrètement, quand on est magistrat, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur la scène de crime, et puis qu'ensuite, on va enquêter. Quand on est juge d'instruction, comme je l'ai été pendant des années, on essaie de savoir ce qui s'est passé. Et je voulais vous parler d'un concept récent, mais que nous avons pu mettre à jour de manière très claire avec les médecins légistes qui travaillent avec nous, qui est le concept de l'overkill, le surmeurtre, en quelque sorte. Ce qui est très intéressant sur les cadavres de femmes, moi pour en avoir vu beaucoup, mais avoir vu aussi d'autres cadavres, c'est-à-dire de la criminalité ordinaire, dont je me suis aussi beaucoup occupée, la criminalité organisée ou la criminalité liée au trafic de stupéfiants, par exemple, eh bien, ce ne sont pas du tout les mêmes cadavres que nous retrouvons. Pourquoi ? Parce que les cadavres de femmes, ils sont surmutilés. On ne donne pas un coup de couteau, on donne 30 coups de couteau. Voyez, on ne va pas simplement chercher à tuer, on va chercher à anéantir le corps de la femme. D'où, par exemple, l'utilisation très souvent du feu, l'idée de vouloir brûler le corps de la femme. D'où aussi le fait que nous retrouvons beaucoup de mutilations au visage. On veut défigurer la femme, qu'elle ne puisse plus jamais être un objet de désir
pour un autre homme. Vous avez vu ce week-end, on a crevé les yeux d'une femme. Voilà. C'est tout à fait exemplaire, cette affaire-là. Hein. Donc c'est l'overkill, c'est-à-dire plus d'actes criminels qu'il n'en faudrait pour tuer. Le deuxième élément de l'overkill, c'est le fait d'utiliser 2 modes opératoires. L'affaire de Mérignac est exemplaire. Monsieur tire 2 balles dans les 2 mollets. Elle tombe au sol, il met de l'essence et il la brûle. Vous voyez, 2 modes opératoires. On étouffe la femme et ensuite on la met dans une valise et ensuite on la jette dans l'eau. Hein, c'est le meurtre dont je me suis occupée à Pontoise il y a 2-3 ans. Donc vous voyez, le principe même de tuer une femme, mais d'aller plus loin que de la tuer, c'est-à-dire de l'anéantir dans le cadre des féminicides, c'est vraiment un sujet d'importance pour nous parce que ça tire toute la question des violences faites aux femmes. Alors vous dites pourquoi on n'avance pas? Alors d'abord, il y a un autre effet, c'est qu'on dénonce plus. Donc nous, on en voit plus parce qu'on dénonce plus qu'avant. Et c'est évidemment une bonne chose. Mais ça nous amène à la question de l'accueil de la parole. Comment fait-on pour accueillir cette parole des femmes, bien l'accueillir, bien la traiter, ne pas créer de la surmaltraitance sur la dénonciation. Hein. Tout ça, c'est un sujet important, mais que nous partageons avec les services de police et de gendarmerie, qui sont aussi à la manœuvre dans un premier temps. Alors, les violences faites aux femmes, c'est un sujet complexe et qui nécessite de mettre en place plusieurs outils. Moi, j'ai toujours dit, moi qui travaille depuis très longtemps sur ces sujets, il n'y a pas une solution miracle sur les violences faites aux femmes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand même, un certain nombre des solutions qui sont utilisées en France aujourd'hui, eh bien, elles sont nées dans les tribunaux. Elles sont nées de l'initiative des magistrats. Je veux renouer par là un dialogue avec vous, la société civile. Je trouve qu'on dit trop souvent que la magistrature ne tient pas sa place, qu'elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et moi, je vous dis tout le contraire. La magistrature française, elle travaille depuis des années pour être à la hauteur de cet enjeu. Et je le revendique aujourd'hui devant vous. Nous sommes un certain nombre de magistrates qui tirons ce sujet au sein de la magistrature qui a énormément progressé. Alors, il faut plusieurs outils. Le premier outil qui est né dans les tribunaux, c'est le téléphone grand danger. Vous le connaissez, il est ancien, il a déjà 12 ans. Et c'est François Molins, lorsqu'il était procureur à Bobigny, qui a créé le téléphone grand danger. Et puis quelques années après, parce que moi je suis de la génération d'après, j'ai dit le téléphone grand danger ça marche, mais on a eu plusieurs femmes qui sont mortes avec le TGD dans la poche. Donc on s'est dit il faut faire autrement. Je suis donc allée en Espagne voir comment ça fonctionnait leur bracelet anti-rapprochement et j'ai donc ramené cette idée en France que j'ai proposée à plusieurs ministres. Vous savez, il faut du temps pour convaincre et finalement le bracelet anti-rapprochement a été implanté en France qui vise donc à faire en sorte que l'auteur ou le récidiviste ou le présumé auteur soit interdit d'approcher la victime. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça n'a pas été miraculeux. Voilà. Il y a quand même eu 150 meurtres de femmes l'année dernière. Bon. Donc on a du mal à avancer sur ces sujets, il faut continuer à progresser. Mais au-delà même des outils, on en a, de la pénalisation. Hein. Vous savez que moi, mon tribunal correctionnel, toute la semaine, il s'occupe des violences faites aux femmes et il condamne des conjoints violents. Hein. On passe notre vie à ça. Ma cour d'assises ne fait quasiment que cela. Donc nous travaillons énormément sur ces sujets. Mais au-delà de l'action, au-delà des concepts, je vous ai parlé de l'overkill, mais je pourrais vous parler longuement de l'emprise, du psychotrauma, de l'oubli traumatique, de tous ces concepts qui sont à l'œuvre dans les violences faites aux femmes. Je crois qu'au-delà de ça, ce qui est important, c'est que nous devons avoir une magistrature conscientisée sur ces sujets. Et pour cela, la magistrature française, il faut qu'elle travaille avec l'exécutif et le législatif sur une excellente harmonisation, articulation bien entendu, mais aussi sur une meilleure maîtrise des concepts et sur un meilleur positionnement des institutions. Ce que je veux dire par là, c'est que la magistrature française, il faut qu'elle travaille sur cette notion d'indépendance. Vous demandez à la magistrature française, et vous avez raison, au sein de ce grand et bel état de droit qui est le nôtre, qui est notre bien commun, et que jour après jour, je défends dans mon exercice professionnel en votre nom, nous avons besoin de parler de ce qu'est l'indépendance de la magistrature. Vous voulez une magistrature indépendante? Oui, c'est normal. Et moi, je vous dis qu'il ne faut pas une magistrature isolée. L'indépendance, ça n'est pas l'isolement. Et il ne faut pas confondre ces deux notions. Et inlassablement, au sein de la magistrature, je dis l'indépendance, ça n'est pas l'isolement.
Je peux être avec vous ce soir, être avec vous aujourd'hui, dialoguer et retourner dans ma juridiction et être le magistrat indépendant que vous attendez au nom de l'état de droit. Un autre concept, et c'est le dernier dont je parlerai mais qui me tient beaucoup à cœur, c'est la notion d'impartialité. Vous voulez un magistrat impartial, et vous avez raison. Vous voulez que je ne sois pas pétri de préjugés quand je vous juge ou quand je juge votre fils. C'est ce que vous attendez de la magistrature française, et croyez-le, elle est à la hauteur de cet enjeu. Mais attention, l'impartialité, ça n'est pas l'indifférence. Ça n'est pas possible aujourd'hui d'être un magistrat français en ce début de 21e siècle et de questions qui se posent dans la société, et de dire « mon impartialité, c'est l'indifférence à l'égard des sujets que vous portez ». Et donc, je prétends aujourd'hui être une magistrate indépendante et impartiale, mais pas isolée et pas indifférente. Alors effectivement, nous allons prendre une question dans la salle. Je voulais juste dire que ça m'a touchée quand vous avez parlé du téléphone en grand danger, puisque j'ai fait partie de l'expérimentation avec le procureur François Molins à l'époque. Et donc, voilà, merci d'avoir rappelé ce sujet. Exactement, c'était Orange qui était à l'initiative. Voilà, nous allons prendre maintenant une question. On va déjà commencer par des questions en ligne, et puis comme ça laisse un petit peu de temps à chacun pour réfléchir. Moi, on s'interrogeait, apparemment quelques personnes s'interrogent si vous avez fait l'objet de colibets ou de cabales ou même de réflexions suite à votre positionnement très fort sur les féminicides. Et moi j'ajouterais même, est-ce que vous pensez que c'est un frein pour votre carrière? Très bonne question. Alors, en tout cas pas au sein de la magistrature. J'ai fait beaucoup plus l'objet d'interrogations. Les collègues s'interrogeaient sur la maîtrise des concepts et des positionnements tels que je les développe dans la magistrature. Mais la magistrature est un corps très capable d'évolution, et il l'a montré ces 10 dernières années. C'est un beau et grand corps de la République dont vous pouvez être fiers. Et je le dis parce qu'au moment où l'état de droit est si fragile, partout en Europe, partout dans le monde, rappelons-nous collectivement à quel point il est précieux, à quel point aujourd'hui respecter les magistrats de ce pays pour la place qu'ils prennent dans l'état de droit, comme il faut respecter bien sûr l'exécutif et le législatif, à quel point tout cela est un bien que nous partageons, et sans doute avons-nous oublié à quel point il est précieux, volatile, fragile. Donc travaillons-le ensemble. Donc non, des colibets et des moqueries ou des difficultés, non, je n'en ai pas ressenti en réalité, certainement pas au sein de mon corps, et ni même dans les différents endroits où j'ai pu intervenir, parce que finalement, ce discours, il entraîne l'adhésion. En réalité. Alors après, est-ce que ça a été un frein à ma carrière? Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand on est les premiers dans un corps à tenir un discours un peu différent, évidemment, ça interpelle, ça interroge. Mais je trouve au bout du compte avoir trouvé au fil des années plus d'appui, de soutien et d'adhésion que le contraire. Alors après, au sein de la magistrature, la question quand même de la promotion des femmes au plus haut poste reste un sujet. Nous avons quand même encore une difficulté. Et moi, je fais un lien direct entre le fait de prendre des responsabilités et de pouvoir mettre sur la table nos sujets d'intérêt. Vous voyez, pour moi, les femmes doivent prendre des responsabilités pour imposer leurs sujets, pour expliquer que leurs sujets ont de l'intérêt et qu'il faut les traiter. Et donc, j'estime que nous avons une sorte d'éthique personnelle quand nous avons atteint les postes de responsabilité, où la parole nous est donnée, et c'est le cas pour moi aujourd'hui. Eh bien, mon éthique aujourd'hui, c'est d'être en conformité avec mes valeurs, et de dire aujourd'hui, lorsque je préside une cour d'appel, une des premières valeurs à laquelle j'adosse mon management, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci. Vous évoquiez 70% de femmes dans cette profession. Du coup, est-ce que vous ne craignez pas, un peu à l'instar des instituteurs et aujourd'hui des institutrices, vous savez que dans les années 40, 50, il n'y avait que des instituteurs dans les campagnes, et puis graduellement la profession s'est féminisée. Est-ce que vous n'avez pas peur que quelque part, il se passe la même chose et que mécaniquement, la profession devienne plus fragile? C'est ce qu'on voit un peu dans certaines autres professions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je me méfie beaucoup, évidemment, du discours qui consiste à dire un corps qui se féminise se dévalorise. Alors, vous ne dites pas dévalorisation, vous dites fragilisation. Alors, moi, je pense que c'est l'état de droit qui est fragile, et non pas ceux qui l'incarnent.
Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes dans la magistrature, elles sont extrêmement bien formées, elles sont extrêmement diverses, je vous l'ai expliqué, car dans ces 70% de femmes, il y a énormément de femmes qui viennent d'horizons extrêmement différents. Ça, je le redis pour que vous en soyez convaincus. Votre magistrature vous ressemble. Et je pense qu'il ne faut pas laisser prospérer le discours qui est dangereux de dire que les magistrats sont des gens qui sont une élite au-delà de la société. Ça me semble vraiment mortifère. Il faut pas laisser ces discours-là prospérer. Et donc, je ne pense pas du tout qu'une institution féminisée se dévalorise. En revanche, on peut se poser la question de la mixité dans toutes nos professions, partout. Je pense que la mixité, c'est bon, et que nous serions 50% de magistrats hommes et 50% de magistrats femmes. Ce serait sans doute parfait. Mais ce serait vrai chez les ingénieurs aussi. Je voudrais qu'il y ait de la mixité partout. Après, sur ce sujet, je veux juste quand même rajouter un élément qui me semble important. C'est quand les hommes viennent au tribunal en disant « ben oui, mais forcément, je vais avoir tort parce que je vais être jugé par une femme ». Vous avez entendu ces propos. C'est très vrai aux affaires familiales, mais c'est très vrai aussi en correctionnel. La correctionnelle me semble être aujourd'hui une sorte de théâtre judiciaire où se joue l'opposition pénale entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Parce que, et ça il faut s'interroger collectivement sur ce sujet, qui commet des infractions en France ? Les hommes. Qui ne respecte pas le code pénal en France ? Les hommes. Les femmes sont très très peu criminogènes et même très très peu délinquantes. Il y a très peu d'infractions où les femmes arrivent devant nous en correctionnel. Ça serait des questions sociologiques, bien sûr, qui dépassent le magistrat, qu'il faudrait se poser, mais c'est quand même une réalité. Or, cet homme qui arrive en correctionnel, il a en face de lui 3 femmes, une greffière, une avocate. Il est entouré d'une communauté de femmes. Et là se joue une sorte de catharsis sociale où la femme rappelle la norme, où la femme sanctionne, et où l'homme est en position de ne pas avoir respecté les règles communes. Là, quelque chose se joue qui me pose question, et je pense qu'il faut que nous retravaillions cette question de la mixité au sein des enceintes judiciaires pour que la justice soit mieux acceptée, et que l'homme, en sortant, ne dise pas « eh bien, j'ai été jugé, bien sûr, c'était 3 femmes, donc bien sûr, j'avais tort ». Non, bien sûr, il a été condamné, parce qu'en réalité, il avait commis une infraction du code pénal que nous avons considéré socialement comme quelque chose que nous n'avions pas le droit de faire, comme tuer, violer, voler, qui sont les infractions pénales que nous avons choisi ensemble de pénaliser. Merci. Et là, sur ce thème, on n'a pas du tout envie d'avoir de mixité et plus de délinquantes femmes, on est bien d'accord. Merci beaucoup. Écoutez, je vais profiter, peut-être qu'on peut remettre les lumières pour avoir une ou 2 mains levées. Je crois qu'il y avait une question ici. Merci. J'en ai même 2, mais je ne sais pas si on aura le temps. Alors pour revenir, d'abord merci pour vos mots vrais, vos mots précis. Parfois, ces images très difficiles d'ailleurs que vous avez partagées avec nous, on n'a pas l'habitude. On a parlé de 70% aujourd'hui de femmes en poste dans la magistrature et on a parlé aussi d'écoute. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Est-ce que cette transformation de la magistrature, telle que je l'ai comprise à travers vos mots, est aussi liée à cette féminisation au sein même de la magistrature ? C'est ma première question. Je vais vous laisser y répondre. Alors, la façon dont vous formulez la question m'inquiète dans le sous-entendu d'essentialisation qu'il a. C'est-à-dire qu'une femme serait spontanément plus à l'écoute. Mais vous avez raison néanmoins de le dire, parce que bien sûr, c'est l'image sociale que ça renvoie. C'est ça. Ça renvoie à l'image sociale d'un corps qui, désormais, serait plutôt un métier du soin, un métier de l'écoute, un métier de l'attention à l'autre. On devient donc juge aux affaires familiales, juge des enfants, juge des tutelles. Voilà. Et l'on valorise là ce qu'on appelle l'office de protection du juge. Alors c'est effectivement une évolution dans toutes nos démocraties, dans tout le monde occidental, c'est une évolution de la magistrature. Je suis résolument opposée à cette évolution. Je pense que le magistrat, qu'il soit un homme ou une femme, doit d'abord et avant tout exercer l'autorité. J'exerce un métier de décision. Ce que je fais toute la journée, c'est sanctionner, mettre en prison. C'est mon métier. Et je l'assume comme tel et c'est celui que j'ai choisi.
Donc je pense qu'il faut se méfier de cet office de protection et nous sommes en réflexion globale sur ce sujet et je fais partie des gens qui au sein de mon corps pensent qu'il faut faire très attention à ces équilibres et ne pas créer un effet de parce que ce métier est un métier du care, eh bien il attire des femmes et puis les femmes vont faire du care, hein, voilà, et on n'en sortira jamais. Hein. Donc pour réattirer de la mixité des hommes comme des femmes, il faut montrer que c'est un métier d'abord et avant tout de décision et d'autorité. Et si certains veulent devenir magistrats dans la salle, sachez que si le doute est nécessaire, la qualité essentielle est quand même de savoir trancher. Merci. Merci vraiment de cette précision parce que... Eh bien, notre temps, je crois, est imparti. Madame, je vous remercie infiniment pour votre présence parmi nous. Merci. C'est en effet peut-être prémonitoire, on ne sait jamais.